Bonjour à tous, c'est le jour du grand débrief de l'actu dans Smart Tech aujourd'hui et pour cela j'ai convié trois imminentes personnes. Un avocat, Maître Haas, bonjour. Une experte en pub digitale, Margarita Zlatkova, je vais essayer de bien le dire au moins une fois dans la journée. Et l'économiste Julien Pillot. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on va parler de Moshi. Moshi, bien ce modèle de langage audio assez spectaculaire sorti des laboratoires de QTI, open source. On va voir tout ce que ça engage, tout ce que ça change et comment ça positionne la France, l'Europe sur ce marché des IA génératives. On va aussi s'intéresser aux nouveautés du côté de Samsung et puis avec une grève en tâche de fond et puis ces règlements européens là qui commencent à s'appliquer dans le domaine du numérique, ça nous intéresse évidemment. Et enfin, ce qui a changé dans la pub digitale, parce qu'évidemment on a une experte, on en profite, on a plein de questions à vous poser. Allez, c'est parti pour le débrief. Mes débatteurs aujourd'hui dans le débrief s'appellent Margarita Zlatkova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une experte en publicité en ligne, responsable data chez Weborama. Bienvenue dans ce débrief de Smart Tech. C'est votre premier. C'est mon premier. Et nous, c'est notre dernier de cette saison. Voilà. Ça tombe bien. Avec nous également l'économiste Julien Pillot, consultant senior-chercheur à l'INSEC. Julien, bienvenue à nouveau. Bonjour. Et l'avocat Maître Haas, Gérard Haas, Bonjour. qui est également coprésident de l'association Les Jurisnautes, qu'on salue en même temps. Merci. Alors, on va commencer avec cette actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle, les IA génératives. Tout le monde y va de ces démonstrations. OpenAI a montré quelque chose d'assez spectaculaire, mais enfin, on n'a pas bien vu exactement ce qui était réaliste, ce qui relevait de la pure démonstration. En revanche, quelque chose de très concret a été dévoilé à Paris. C'était il n'y a pas très longtemps. C'est une IA générative dans le domaine de l'audio. Elle s'appelle Moshi. On était sur place et on vous propose de regarder une démo, justement. How is it, Captain? It's just another day at sea, mate. We're en route to our next treasure hunt. I'm asking about quantum physics. Are you aware of it? Yes, quantum physics is the study of the most fundamental particles and forces that make up the universe. And how is it relevant for a pirate? It's very relevant. Quantum physics helps us understand the mysteries of the microcosm, which can lead to new inventions and discoveries. So even as a pirate, you are interested in science? Yes, I am. There's so much we still don't know about the universe. I'm excited to discover more about it. Wow, that's amazing. Well, thank you a lot, Moshi. And have a good one. Have a good adventure on your ship. Goodbye. Ok, donc là, on lui avait demandé, en fait, à Moshi, de prendre l'attitude d'un pirate et de nous raconter des aventures sur n'importe quel sujet. Et elle est capable de le faire sur le quantique, elle peut le faire sur n'importe quoi, parce qu'évidemment, c'est une IA générative, donc elle n'est pas là pour réfléchir. En revanche, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est cette capacité, en fait, qu'a cette IA générative audio de, j'allais dire réfléchir, en tout cas, d'analyser ce qu'on lui dit, en même temps qu'elle commence à préparer sa réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de temps d'arrêt. On l'a même trouvé d'ailleurs un peu rapide à chaque fois dans ses manières de réagir. En tout cas, elle n'attend pas d'avoir vérifié si on a bien tout demandé, si notre requête est tout à fait complète. Elle est hyper réactive, donc il y a un traitement qui se fait en simultané. C'est la plus rapide aujourd'hui sur le marché, de ce qu'on sait. Et puis c'est français. Le code va être ouvert, mis à disposition de tous. Donc c'est open source. C'est un autre modèle d'IA génératif qui arrive comme ça par la voie d'un laboratoire français, par la voie peut-être d'une promesse de gagner des parts de marché en Europe sur voilà, ce marché qui semble aujourd'hui très porteur. Quel est votre regard là-dessus, Maître Haas? Alors, oui, d'abord c'est très intéressant, c'est une start-up, enfin une société française qui fait un développement, qui le fait en 6 mois. Et ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'elle a changé les règles de codage, puisqu'on n'est pas dans du speech, du text-to-speech, on est dans du flux, là, de l'audio-flux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'application... Elle ne passe pas par le texte, exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important, c'est vraiment, elle traite de l'audio. Donc là, il y a une véritable innovation. Ouais. Et ensuite, ce qui est intéressant, et ce que vous avez, même si elle parle beaucoup, c'est qu'elle écoute, elle parle, et elle peut donc penser, parce qu'elle va très vite. Et donc là, il y a quelque chose qui est assez remarquable. Je ne sais pas si on peut dire penser. En tout cas, penser en logique probabilistique. Voilà. Et surtout, elle analyse le contexte. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, elle ne se contente pas de répondre à une requête. Elle va analyser tout le contexte, c'est-à-dire les intonations, les hésitations, les accents. Tout ça, elle se l'approprie, et même l'humeur.
parce qu'on peut lui demander d'avoir de l'humour. Elle a toujours très enjouée d'ailleurs, Mochi. Et je pense que ça a intéressé l'avocat. Ils ont été aussi très prudents puisqu'ils ont pris la voix d'une actrice pour ne pas risquer justement d'avoir Alice, la voix d'une... Et surtout, ils ont travaillé sur des... Voilà, qui avait piqué la voix quand même... Enfin, qui ressemblait à Scarlett Johansson. Mais ce qui est intéressant également, c'est le phénomène qu'ils ont 70%, je crois, est réalisé à partir de données synthétiques. C'est ça. Et ça, c'est l'avenir de l'IA, en fait. C'est-à-dire que pour éviter tous les problèmes de propriété intellectuelle, il faudra travailler sur des données synthétiques. Exactement. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est vraiment un autre modèle. Sur place, était présent évidemment aussi Xavier Niel, qui fait partie des importants financeurs de ce projet. On lui a posé quelques questions. Alors Xavier, est-ce que vous avez déjà joué avec Mochi ? Ouais, j'ai joué avec Mochi, avec des versions antérieures il y a plusieurs semaines. Alors elle me reprochait mon mauvais anglais. Elle avait plein de reproches à me faire. Elle se foutait de moi parce que Mochi, elle fait preuve de beaucoup d'humour. Donc parfois, quand ça l'emmerde ou elle part toute seule dans sa vie. Et voilà, donc elle s'est beaucoup moquée de moi. Je pense qu'ils l'ont calmée. Elle est plus respectueuse de ça. Je lui disais, mais tu habites où? Elle me disait Paris. Je dis, mais enfin, elle s'amuse entre Paris et Seattle. Donc posez-lui la question sur si elle est à Paris ou Seattle. Donc elle s'est beaucoup moquée de moi. Voilà, on a joué et c'est sympa. Et est-ce que en interne, ça va être intéressant chez Free, chez Iliad? Est-ce que ce type d'agent conversationnel pourrait arriver chez vous en outil? Non, nous on fait beaucoup d'humains, donc nous on n'a pas un grand intérêt, mais l'idée c'est vraiment de créer des algorithmes basés avec nos spécificités, de les réaliser et que ça devienne les algorithmes de base, plutôt que de reposer sur des algorithmes de base sur les algorithmes anglo-saxons. On souhaite avoir des algorithmes de base qui soient des bases françaises. C'était l'idée qu'on a eue avec Rodolphe Saadé et Eric Schmidt de créer ça ici, avec une idée de tout ouvrir, de tout rendre disponible. Il y avait des questions dans la salle, c'était assez marrant parce qu'il y a des gens qui se disaient mais alors c'est quoi votre modèle économique? Il n'y en a pas, c'est la carte bancaire d'Eric et Rodolphe et un peu de la mienne, voilà, donc c'est ça notre modèle. Bon, et tous les Freenode doivent avoir envie aussi de jouer avec, ça va arriver pour les utilisateurs de Free? C'est open source, donc déjà on peut s'amuser en ligne, le lien doit être disponible maintenant, donc on doit pouvoir l'utiliser en ligne, le voir donc dans le cloud, donc d'être capable de l'utiliser. Ça c'est le premier élément, et puis sinon on peut le télécharger, le mettre sur son ordinateur et jouer tout seul, parce qu'on a créé volontairement quelque chose de très léger, qui est capable de fonctionner sur un ordinateur et très vite sur un portable. Et même sur un smartphone. Et donc vous êtes très fiers de l'équipe? Je ne sais pas si je suis fier, moi je suis content qu'ils arrivent à délivrer, parce que on est quand même un peu plus de 6 mois après l'annonce et qu'il y ait déjà un produit qui sorte, c'est une chose incroyablement importante pour nous, qui est un vrai produit utilisable, global, et qui permette de mettre, encore une fois, la France et l'Europe au centre du jeu, là où aujourd'hui, on a quelques sociétés incroyables dans l'IA, on peut les citer ou pas, mais on a 5-6 sociétés incroyables. Mais là, c'est comment on est capable d'être au top 1 mondial, c'est-à-dire d'être devant la course avec des choses qui soient ouvertes et encore une fois qui font le fondement ou la base de modèles existants IA. Merci Xavier. Merci Delphine. Et donc Xavier Niel qui citait à ses côtés parmi les financeurs Rodolphe, donc Saadé je précise, et Eric Schmidt, donc un ancien patron de Google. Alors il dit, il n'y a pas de modèle économique, d'accord, mais se pose quand même la question des ressources matérielles, du financement justement pour faire tourner toutes ces données, tous ces modèles. Et donc j'ai posé cette question à une personne qui a pu nous éclairer un peu, Damien Lucas de Scaleway. Ça coûte tous ces GPU, ces 1000 H100 qui tournent pour QTI? Évidemment, c'est un certain prix, mais pour QTI, c'est un peu spécifique, puisque QTI, c'est une organisation non-profit dans laquelle Iliad a investi. Donc en l'occurrence, chez Scaleway, on leur fournit at cost. Ça nous permet d'avoir un effet de volume, ça nous permet quelque part de pouvoir augmenter nos achats chez Nvidia. Aujourd'hui, chez Scaleway, on a plusieurs milliers de H100 et on continue à étendre cette capacité pour pouvoir fournir tous nos clients, ceux dont on a parlé récemment, par exemple H, ceux dont on parle moins et tous les autres. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que effectivement, ce lien qu'il y a, cette filiation qu'il y a entre QTI et Scaleway permet en fait aux labos de recherche d'avoir accès aux ressources à prix coûtant. C'est ça que nous dit Damien Lucas.
Et donc, on voit se décider quand même un début de business model, quoi qu'en dise Xavier Niel dans l'interview précédente, puisqu'il y a évidemment des questions de facturation croisée. Et puis, évidemment, les conditions, on va dire, à la fois techniques et tarifaires d'aujourd'hui ne sont pas figées dans le marbre. Elles évolueront aussi au fur et à mesure du déploiement. Et on espère un déploiement couronné de succès pour les services de QTI. Non, là où c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est le côté Open Science. Le côté dédié à la recherche, un outil aussi pour les chercheurs et pas uniquement un outil business. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. La question de l'entraînement sur des données synthétiques qui va résoudre des problèmes qui se posent aujourd'hui de façon extrêmement forte pour les intelligences artificielles de première génération en matière de droit d'auteur. Ce qui veut dire que chez QTI, on s'est aussi inspiré de ce qui s'est passé et ce qui s'est pas très bien passé pour pouvoir rectifier le tir de façon native, et c'est plutôt intéressant. Et puis effectivement la question, là je prends ma casquette d'économiste, la question de la facture de tout ça. On est sur une course à l'échalote depuis maintenant un peu plus de 2 ans en matière d'intelligence artificielle, notamment d'intelligence artificielle générative, je vais y arriver, où tout se règle à coût de milliards, voire de dizaines de milliards. Là, on a un démonstrateur technologique qui est extrêmement bluffant et qui fonctionne pour l'instant, à ma connaissance, avec un budget de 300 millions d'euros qui n'a même pas été consommé en intégralité. Ouais. Exactement. En dessous de exactement. Ce qui est peut-être une espèce d'élément qui nous laisse à penser que des modèles frugaux sont non seulement possibles, mais en plus de ça, il n'est pas interdit de penser qu'ils puissent être compétitifs aussi demain. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et autre élément aussi, pour aller dans ce sens, Julien, c'est que ce modèle est compact. Il est capable aujourd'hui de tourner sur un MacBook Pro. Ça a été fait en démonstration devant nous. Et très rapidement, il l'envisage aussi sur des smartphones. Avant de vous faire réagir, Margherita, je voulais qu'on écoute aussi un autre chercheur en IA, c'est l'un des papas de Siri qui était présent à cette démonstration. Lui, il était en tant que spectateur, comme nous. Luc Julia était à notre micro. Luc Julia, vous avez assisté à la présentation et vous avez me posé une question. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cette démo ? C'est impressionnant, hein, ça c'est sûr, c'est très impressionnant, surtout quand on voit la rapidité de la réaction, la réactivité du modèle. Donc ça c'est bien. Des fois d'ailleurs ça a l'air un peu trop réactif, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle répond avant même qu'on ait fini la question. Donc c'est un peu perturbant. Elle coupe la parole cette IA. Mais c'est impressionnant. Il faudra voir à l'usage, il faudra voir ce qui est scripté, ce qui n'est pas scripté, il faudra voir un peu tout ça. Il faudra voir comment on peut la commander tranquillement, comment on peut utiliser ce qu'on appelle les API, donc pouvoir la programmer. Mais la présentation est impressionnante. Les gens qui travaillent dessus, l'équipe qui travaille dessus est impressionnante aussi. Hein, c'est des gens connus, c'est des gens qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets-là. Donc globalement, je pense que c'est encore une raison d'être fier d'avoir quelque chose comme ça en France. Et voilà, quand même, ça c'est la preuve qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose, Margherita. Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Moi, je pense plutôt application métier. Effectivement, la première chose que je trouve passionnante, c'est ce décryptage des émotions. Parce qu'effectivement, moi je viens de la publicité, donc je vois aussi un impact d'un point de vue publicitaire. Aujourd'hui, on commence à avoir déjà des bannières conversationnelles qui parlent avec les internautes, qui leur donnent des conseils, qui essayent de sortir du schéma standard où je te propose une bannière, si tu veux tu la lis, mais moi je considère que tu l'as vue, etc. Et là, pour le coup, on rentre dans un modèle où la publicité peut devenir aussi, en plus d'être une source de revenus pour l'open web et d'être très importante, elle peut devenir aussi une source plutôt intéressante pour les internautes et beaucoup plus adaptée à leurs usages. Il y a d'autres usages qui sortent de la publicité, qui sont aussi dans le domaine de la santé, notamment accompagner des personnes âgées qui sont seules à la maison, identifier par leur voix le fait qu'ils sont en souffrance, le fait qu'ils ont des problèmes, effectivement, ou ne serait-ce que juste accompagner des personnes seules qui ont besoin de compagnie. On verra quels sont les usages. Et puis aussi parmi les précautions qui sont prises, on ne l'a pas évoqué, mais vous vouliez sans doute en parler, Maître S, mais il y a aussi le watermarking qui est prévu d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voulu tout de suite mettre tout en code ouvert, justement pour d'abord s'assurer que toutes les sécurités étaient bien prises. Oui, et puis il y a quand même une grande tendance aujourd'hui qui demande, c'est la notion de redevabilité que l'on est en train de voir autour de l'intelligence artificielle générative. Et il y a une question que les philosophes, les sociologues, les juristes aujourd'hui
demande à tous ceux qui mettent en avant, tous ceux qui sont des fournisseurs d'intelligence artificielle, c'est de dire quel est l'objectif, quelle est votre finalité, pour ne pas se faire avoir comme on s'est fait avoir dans notre temps avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc en fait, dès le départ, vous avez posé la question, Delphine. C'est vrai qu'il dit, bon, pour l'instant, on est en bêta-test, mais il faudrait voir un peu, ça va servir à quoi et pourquoi. Alors, vous avez dit peut-être les smartphones, peut-être Siri, un remplacement, etc. On voit très bien, il y a une bagarre. Mais là, il y a une véritable question, un véritable enjeu. Et cette notion de redevabilité, d'explication est quelque chose de vraiment important. Et aujourd'hui, tous les acteurs demandent de donner des perspectives par rapport à une solution qui est mise sur le marché. Eh ben justement, ça me fait une bonne transition parce que parmi les usages nouveaux de l'IA, il y a tous ceux qui arrivent sur les smartphones. Et donc, on a assisté il y a très peu de temps à des démonstrations du côté de Samsung qui a tenu sa grande conférence à Paris, puisqu'ils sont partenaires des Jeux Olympiques. Du coup, Paris était à l'honneur aussi lors de cet événement. Alors, ils ont dévoilé des nouveaux produits avec une montre, pardon, je vous montre le doigt, c'est une bague, une bague connectée. Mais il y a eu surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Donc, c'est quand même la 6e itération de... Alors, ça, ce sont les montres et les bagues, mais voilà. Donc, les Fold et les Flips sont là en image. C'est la 6e itération d'appareils pliants chez Samsung. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience. C'était pas un Samsung, mais avec un pliant. Donc, je leur ai posé plein de questions sur la robustesse. Bon, ils sont en train de m'assurer que là, ils ont davantage de couches qui permettent aux écrans d'être hyper résistants. Les technologies des charnières aussi ont énormément progressé. Mais on va arriver au sujet de l'IA. Parce que c'était quand même ça le sujet. Donc, ils ont trouvé tout un terme marketing, Margherita, autour de l'IA. Ça s'appelle Galaxy AI et avec plein de fonctionnalités. Alors, ça part un peu dans tous les sens, je dois dire. Des fonctionnalités qu'on trouve depuis le clavier, des fonctionnalités qu'on retrouve sur les messageries, des fonctionnalités qu'on trouve sur n'importe quelle page web. On se dit finalement, on peut tout imaginer, mais quels vont être véritablement les vrais cas d'usage, comment les utilisateurs vont s'en emparer. Je voulais vous faire réagir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre cette conférence, mais ils ont un peu fait comme chez Apple, en fait, ils ont bien précisé qu'il y avait des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui seraient en local, qu'on pourrait donc utiliser offline, déconnecté, avec aucune donnée qui remonte sur le réseau, et puis une autre partie qui nécessite d'aller interroger Cloud et qui sera là en partenariat avec Google, là où Apple a choisi plutôt de travailler avec Microsoft. On commence à voir les alliances. Oui. Julien, peut-être sur ces alliances économiques. Avant les alliances, parlons déjà peut-être un petit peu des IA qui ont été intégrées un petit peu à tout et n'importe quoi et à toutes les sauces surtout. Donc il y a des IA qui sont extrêmement basiques. Il s'agit juste de pouvoir avoir des fonds d'écran personnalisés en fonction de la météo, ce genre de choses. Bon, des trucs qui existent depuis très longtemps et dont on se pose la question de savoir si ça a une réelle valeur. En tout cas, si le client est prêt à payer pour ce genre de choses. Après, il y a des choses un peu plus intrusives. Tu parlais de la bague tout à l'heure, Delphine. La bague, c'est des données de santé qui vont transiter à partir de celle-ci. On l'a déjà avec les montres. On l'a déjà avec les montres. Alors là, le truc, c'est qu'ils nous disent que du coup, on pourra vraiment la porter tout le temps en même endroit. C'est pas génial. C'est génial. Encore plus d'intrusion. C'est fantastique. Vos données ont de la valeur. Vos données ont de la valeur et évidemment, ça intéresse tout un tas d'acteurs, évidemment, de la technologie, mais aussi de l'écosystème autour et notamment de l'écosystème de santé ou des publicitaires aussi. Mais Margherita opine du chef. Oui. Sur la partie des alliances, c'est assez intéressant parce que Samsung... Pas forcément une alliance, on n'est pas obligé de se marier. Évidemment, surtout quand on parle de bague. Non, blague à part. Donc effectivement, il y a ces questions d'intrusion qui peuvent se poser. Samsung se veut extrêmement rassurant. Il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il passe une alliance avec Google pour pouvoir éventuellement utiliser soit des puissances de calcul de Google ou des logiciels de Google, eh bien c'est les conditions contractuelles de Google qui s'imposent au-dessus de celle de Samsung. Oui. Je parle sous le contrôle du juriste. Et donc, effectivement, à ce moment-là, Samsung ne peut plus attester du fait que les données n'arriveront pas sur des serveurs sur lesquels vous n'avez pas imaginé les partager au départ. Et puis, effectivement, derrière, il y a des alliances qui se jouent au niveau industriel entre des très, très gros intérêts. Et ça, ça augure en fait de belles batailles de standards dans les prochaines années. Absolument, c'est-à-dire que tout n'est pas dit, la messe n'est pas dite encore dans ce domaine. Donc c'est quand même intéressant, il y a des places à prendre. J'ai regardé dans les fonctionnalités qui me semblaient intéressantes et j'ai cherché s'il y avait des choses publicitaires.
Pas du tout pour l'instant. Pas du tout. Hein, je pense que tout le monde avance très prudemment sur ce sujet. Moi, j'ai bien aimé quand même l'app Interprète, par exemple, quand on est en face à face. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. C'est assez bluffant. Ouais. Et je trouve ça très intéressant, effectivement. En fait, on prend juste pour décrire, on prend par exemple, son smartphone flip, et puis on dit moi, je suis allergique aux cacahuètes. Et là, s'affiche sur l'écran la phrase qu'on a prononcée, mais dans la langue du restaurateur qui va pouvoir prendre en compte notre allergie, par exemple. Ce qui est très intéressant, notamment dans les voyages à l'étranger, quand on se retrouve dans un taxi avec un chauffeur de taxi qui ne parle pas l'anglais ou le français ou une langue qu'on connaisse. Donc c'est très intéressant. Il n'y a pas d'application réellement publicitaire ou marketing en soi. Oui. C'est plus des applications utilisateurs, mais qui peuvent aussi amener plus tard vers ce type, notamment le fait d'avoir cette transcription en d'autres langues sur toutes les formes, notamment avec ces écouteurs, j'ai l'IA qui transcrit pendant que je parle à la personne, qui a plus des applications effectivement et personnelles mais aussi professionnelles. Et puis il y a de l'IA générative qui est capable de me rédiger des SMS aussi. Exactement. Alors en fonction de, voilà, je dis là je m'adresse plutôt à un collègue, là non c'est plutôt un copain. Les emails professionnels. Et en fait on voit arriver vraiment ces petites IA génératives qui tournent en local sur nos smartphones. Oui, je voudrais dire qu'on a parlé d'alliance, mais on a parlé d'alliance, mais peut-être il faudrait aussi parler de bataille, parce que ce qui est en train de se jouer, c'est une autre bataille, c'est de la bataille qui c'est qui va être le support pour l'IA. Et donc longtemps on a présenté les ordinateurs, et là maintenant les smartphones nous disent non, ça doit passer par nous, et inévitablement par nous. Donc ça c'est déjà le premier point, et donc il y a vraiment une bagarre qui est en train de montrer, et Samsung dit moi je suis capable de relever le défi. Et ça veut dire que pour les autres qui vont maintenant rentrer aussi dans cette bataille, celle qui va se révéler, c'est celle de l'intégration. C'est-à-dire comment on va pouvoir intégrer toutes ces intelligences artificielles dans les smartphones pour pouvoir être le vrai super productif, le vrai assistant personnel. Et donc la bataille de l'expert dans la poche a commencé. On n'entend plus parler là des petits pins. Moi, j'avais bien aimé l'idée qu'on avait vue. Oui, après, tous les gadgets sont possibles. Les lunettes aussi, on va forcément voir réapparaître les lunettes. Du côté de Meta. Absolument, parce que tout dans l'immersif va être important. Et ce qui est surtout important, c'est que derrière ça, il y a un autre enjeu, c'est celui de la tokenisation de l'économie qui va pouvoir se faire grâce à toutes ces applications. Donc, il y a à suivre. Mais pour tout ça, il faut de l'électronique. Et Samsung Electronics est en grève illimitée. Alors, Julien, comment on va faire? On a un niveau de dépendance quand même assez important. Si je le savais. Si je le savais, comment on va sortir de ce pétrin? Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on parle de la Corée du Sud, qui n'est pas vraiment un pays qui est réputé pour sa culture des contestations sociales et de la lutte sociale. On parle d'une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise. Samsung, c'est l'un des plus gros contributeurs au PIB, évidemment, de Corée du Sud. Mais aujourd'hui, on est extrêmement dépendant, c'est le terme que tu as employé, Delphine, à juste titre, de ce que Samsung peut produire, notamment en matière de semi-conducteurs, de microprocesseurs, ce genre de choses. Parce que, en fait, c'est l'ensemble des acteurs technologiques de la planète qui se fournissent en partie chez Samsung. Donc, ce qui se passe chez Samsung, un rhume chez Samsung, ça peut vraiment se propager à l'échelle de la planète si ce rhume n'est pas traité dans les plus brefs délais. Donc, il y a un rapport de force vraiment qui vient d'être engagé par le syndicat, il n'y en a qu'un seul chez Samsung, mais c'est un gros syndicat qui compte à peu près 30 000 salariés sur les 125 000 qui sont aujourd'hui salariés chez Samsung en Corée du Sud. Donc, c'est vraiment un très gros syndicat. Et ils ont pris conscience de ce rapport de force qu'ils avaient vis-à-vis de Samsung et vis-à-vis, en fait, par truchement, sur l'ensemble des clients de Samsung qui aujourd'hui ont besoin d'être assurés sur la capacité de Samsung de pouvoir les livrer. Voilà, donc ça va être extrêmement touchy. Et c'est là où on voit notre niveau de dépendance et qu'on voit qu'avant de réagir, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je voulais qu'on garde du temps justement pour parler de deux autres sujets. Donc, il va falloir vraiment aller au plus vite. Les règlements européens, là, ça y est, commencent à s'appliquer, Maître Haas. Oui, ils s'appliquent. Et puis alors, surtout, ce qui est les sanctions, là. Voilà, il y a des sanctions ou des enquêtes qui ont été mises en place. Et on voit qu'il y a quand même un rôle. Et la première des choses, Delphine, qu'il faudrait quand même annoncer, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux plateformes. Parce qu'on se rend compte, on ne peut pas leur faire confiance. Non, mais c'est le premier point, puisque en fait, ils ont des sanctions et ils n'apprennent pas. Donc, et plus on va, plus elles montent. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ces sanctions, elles sont importantes, puisque Apple a refusé de lancer des applications qu'il a lancées aux États-Unis parce qu'il a peur de sanctions. Meta est dans le collimateur. Du coup, ce n'est pas l'Europe qui est sanctionnée?
Non, parce que ce qui est important, c'est d'avoir de bons usages et un usage digne de confiance. D'accord. Ce qui est important pour qu'il y ait un vrai développement et qu'on puisse y aller les yeux fermés, c'est qu'en fait, on puisse savoir que ce qui se passe est quelque chose de sain. Et donc ça, c'est quand même un point important et c'est ce que demande l'Europe. Donc là, on a un point important et tous les pays européens sont d'accord là-dessus. Et quand ce n'est pas les autorités de régulation françaises, c'est la Commission européenne ou d'autres pays. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Le RGPD, tout d'abord. On voit que finalement, on retrouve toujours les mêmes points. Article 5, article 12, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au consentement ou à la protection des mineurs. Et là, on voit qu'il y a quand même une pléthore de sanctions et ça concerne bien aussi bien les grandes plateformes américaines que les plateformes européennes, que les plateformes chinoises. Donc d'entrée de jeu, on peut voir, il y a des sanctions, oui, et elles sont de plus en plus élevées. Au niveau du DMA maintenant, le Digital Market Act, là on se rend compte qu'il y a plein de demandes d'informations et avec des instructions qui sont mises en place et on se rend compte que finalement la transparence, il y a vraiment des véritables hésitations. C'est compliqué pour les plateformes de répondre à ça et elles reculent, enfin elles font des allers-retours, elles reculent. Il n'y a pas encore eu de sanctions, mais on s'en rapproche. Et enfin dans le DSA, pour terminer là-dessus, là aussi il y a des enquêtes qui ont été mises en place et ça concerne alors toujours les mineurs, ça concerne aussi les consentements et les publicités. Voilà un peu pour ce qu'on peut dire sur cette problématique. Un mot sur l'action antitrust contre Apple. Alors, ce n'est pas une action antitrust, c'est plutôt une enquête qui est ouverte en titre de violation potentielle du DMA pour que la Commission européenne ouvre ce DMA, c'est sur la concurrence, on est d'accord. C'est sur la concurrence, mais c'est sur de la régulation ex ante, à ne pas confondre avec des actions contentieuses qui bien sûr. demandent d'autres types d'enquêtes et d'autres temporalités juridiques. Mais ce qui concerne Apple est assez intéressant parce que ça pourrait être la première application vraiment massive du DMA, ça pourrait donner lieu à des sanctions qui sont assez importantes. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est, comme tu le soulignais, en fait, c'est vraiment le côté usual suspects, en fait. Ça fait plusieurs fois, quand même, qu'on allume des feux. Et en gros, vous nous donnez des fins de non-recevoir, en fait. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir effectivement activer certaines dispositions juridiques de façon assez sévère, de façon non seulement à déjà réaffirmer une certaine forme d'autorité, mais aussi discipliner par extension l'ensemble des acteurs du marché. Parce que tant que vous n'avez pas fait montre de sévérité, en vérité, une sanction, elle reste hypothétique et surtout clairement, indolore eu égard aux méga profits que ces plateformes-là sont capables de faire au niveau mondial, quoi. Et puis on voit, ils continuent à être les maîtres du jeu. 1 minute pour nous parler de la Privacy Sandbox de Google. Tout à fait, qui a été décalée à moult reprises et qui, on ne sait pas si elle ne risque pas d'être décalée encore en début d'année. Au vu des dernières réactions du coup de la CMA, de l'autorité britannique de la concurrence, qui justement a en l'occurrence très à cœur de s'assurer que Google ne fait pas de self-preferencing et n'est pas dans la favorisation de ses propres produits. Ouais. Et ce qu'on a vu dans les derniers tests, c'est qu'on a quand même une part de ça, notamment Criteo et Index Exchange qui ont publié quelques chiffres dans lesquels les produits de Google passent d'une présence de 23% à 83%, notamment, ah oui, quand même. Notamment Google Ad Manager, qui est le principal ad serveur des éditeurs en France et qui effectivement change un peu la donne, mais également aussi d'un point de vue perte de temps de réponse, donc perte de revenus pour les éditeurs, une obligation aussi de rester dans un écosystème Google où la réponse est beaucoup plus rapide. Donc il y a beaucoup de sujets qui se posent. Ouais. Sur l'écosystème et sur le futur. Donc on n'en a pas fini avec cette privacy. Avec un potentiel démantèlement à la clé en plus. Oui, puis chaque fois que c'est payant, on peut les condamner. Merci alors que c'est gratuit, c'est difficile. Beaucoup. Pour la condamnation, on viendra vous voir, Maître As. Julien Pillot, économiste, merci encore d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Et Margarita Zlatkova pour votre premier débrief avec nous. À très bientôt dans Smart Tech.